Ce matin, on a parlé de structuration amateur, des enjeux, des modèles économiques des associations sportives. Aujourd'hui, on va parler de l'e-sport dans les fédérations sportives. Et pour ce faire, je ne vais pas être tout seul. Je vais être accompagné de Princia Ramacinera, chargé de développement sportif de la SPTT, donc Association sportive des postes, télégraphes et téléphones. Je suis accompagné aussi de Clémence Delval, directrice de communication dans la Fédération française du sport automobile. Et Stéphane Lelon, directeur du développement de la Fédération française de tennis de table. Bienvenue, bienvenue. Merci, bonjour. Merci, bonjour à tous. Bonjour. On va parler du coup d'e-sport dans les fédérations sportives. J'aimerais vous poser la question, comment vous avez intégré l'e-sport dans vos fédérations sportives et quels ont été un peu les obstacles que vous avez rencontrés ou... Tu peux commencer. Alors, je vais commencer du coup. Nous, on ne l'a pas encore intégré totalement à notre fédération. Aujourd'hui, on a une volonté qui est de regarder ce qui se passe, ce qui se fait sur cette partie e-sport en sport auto, de reconnaître la communauté déjà dans un premier temps, et puis de voir les passerelles qu'on pourrait créer entre ce qui existe déjà et ce que nous, on fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on sera peut-être moins engagé que les personnes qui sont autour de moi. On est vraiment sur une découverte et sur une reconnaissance de cette discipline e-sport. Okay. Toi, Princia, comment tu as intégré justement l'e-sport vous avez intégré l'e-sport dans la fédération? Alors oui, nous, effectivement, au niveau de l'e-sport à la fédération, on a mis en place en fait des actions pour accompagner nos clubs. Donc on a 2 programmes, l'Omnisport. Omnisport Player à destination des jeunes dans les clubs pour les stages qui va allier activité physique sportive et e-sport. Et puis on va avoir l'Omnisport Santé aussi à destination des personnes âgées, les seniors dans les maisons de santé. Donc on va accompagner nos clubs dans le développement de ces deux disciplines-là. Ok. Et au niveau de la Fédération française de tennis de table, Le tennis de table, c'était un peu un hasard. On a découvert un jeu qui était vraiment très très réaliste sur les casques VR. Donc on a demandé la délégation au ministère. Donc via le VR alors? Oui. Okay. Donc on en a créé une autre discipline, qui est la pratique traditionnelle. On a une pratique en extérieur et maintenant on a la pratique VR qui permet de compléter l'activité des licenciés ou de découvrir le tennis de table au travers une pratique en réalité virtuelle et de finir après dans un club pour jouer de manière traditionnelle. Ok, formidable. Est-ce que vous avez rencontré des défis, des difficultés peut-être, ou vous avez eu des nouvelles opportunités dues au fait d'avoir intégré l'e-sport dans la fédération? Oui et non. Oui, parce que c'est évidemment, traditionnellement, on a une pratique réelle, donc découvrir la pratique en réalité virtuelle, ça nous a posé quelques difficultés de compréhension de l'environnement. Oui, pourquoi et puis la difficulté aussi du matériel. Dans le e-sport, dans son ancrage, c'est plus lié au gaming. Un ordinateur, on en a un à la maison. On a un téléphone portable ou une tablette, on va télécharger le jeu très facilement. Là, il faut acheter un casque de réalité virtuelle, il faut installer le jeu de tennis de table. On peut même mettre des manches de raquettes. Donc il y a une grande démarche à faire individuellement avant de pouvoir complètement rentrer dans la pratique. Ça, c'est aujourd'hui encore un frein. Oui, c'est un peu plus d'engagement auprès de l'adhérent. Et donc, du coup, Clémence, toi, même si vous n'avez pas encore beaucoup intégré l'e-sport, est-ce que tu vois peut-être des problèmes ou des défis que tu vas rencontrer au fait d'intégrer l'e-sport? Oui, alors c'est vrai que nous aussi, on a un peu cette même problématique. C'est l'équipement. C'est sûr, on le voit sur notre stand, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un simulateur, ça prend de la place. En fonction aussi du type de matériel, c'est très large. C'est-à-dire qu'on peut s'équiper de façon, on va dire, un peu plus abordable. Après, si jamais on souhaite aller sur du matériel encore plus compétitif et professionnel, effectivement, on va se retrouver avec un panier qui peut être plus élevé. Donc, il peut y avoir aussi ça à prendre en compte. Et donc voilà, nous l'idée c'est de voir justement aussi un peu les types de profils qui existent et ce qu'on pourrait proposer nous en tant que fédération. Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Oui, mais dans quelle mesure et comment on pourrait l'encadrer en fait. Mais c'est vrai, je rejoins sur cet aspect matériel qui effectivement est une appréhension à prendre en compte. Oui, après en termes d'accessibilité du matériel, on est sur quelque chose de plus coûteux aussi.
plus coûteux que la norme parce que on l'a pas forcément tous chez soi. Bien sûr, c'est effectivement la partie simulateur sur on va dire la compétition automobile. On le voit effectivement rien qu'en termes d'espace, en termes de l'ordinateur, le baquet, le volant, les pédales. Il y a beaucoup de choses pour s'équiper et pouvoir participer à des compétitions e-sport en sport auto. Et en termes d'accessibilité du matériel, c'est relativement simple ou ça reste quand même niche, il faut contacter certaines structures ou... Alors, c'est assez développé quand même. On voit dans des structures commerciales qu'on a la possibilité d'acheter tout l'équipement. Après, en plus, c'est vrai que c'est une population qui est très alerte sur les nouveautés, sur ce qui se passe. Donc, je leur fais confiance pour trouver le bon matériel et se renseigner pour savoir où aller l'acheter. Mais effectivement, il y a une démarche nécessaire pour pouvoir s'équiper, pour pratiquer le sport auto en sim racing. Et toi, Prasia, est-ce que je pense qu'au niveau de l'équipement, c'est peut-être un peu plus simple pour le coup? Effectivement, c'est un peu plus simplifié, mais ça reste un défi aussi pour nous, parce qu'on reste des associations, des clubs sportifs, donc il faut avoir les locaux pour les installations, il faut qu'on forme nos éducateurs aussi à tout ça, donc il y a un enjeu de défi pour sensibiliser aussi nos élus à ce type de nouvelles pratiques. Après, c'est une opportunité aussi pour nous parce qu'on a des clubs qui ont testé. On a eu des demandes aussi à ce niveau-là. On a quelques clubs qui ont déjà commencé. On a la SPTT Rouen qui avait commencé avec une gaming house. Après, on va avoir un club aussi à Marseille qui met en place justement des stages également qui lient l'activité physique et l'e-sport. Et puis dans les maisons de santé, aujourd'hui, on a plusieurs demandes parce qu'il y a un enjeu de lien intergénérationnel. Et au-delà de ça, on a ce qu'on propose en fait va permettre de développer des appétences cognitives, physiques. C'est intéressant pour nous, c'est une opportunité et on a des enjeux de politique publique sur tout ça, de lutte contre la sédentarité. Et donc on essaye aussi de répondre à cette demande et intégrer dans nos activités en fait une activité un peu plus digitale et attirer de nouveaux publics, sensibiliser nos clubs. Ah, tu me parlais tout à l'heure en off, justement, peut-être le partenariat avec Silver Geek, c'est ça, non? Il y a un lien quand même qui se fait avec Silver Geek au niveau de mélanger les générations. Alors c'est vrai qu'on est en discussion avec Silver Geek pour voir ce qu'on peut faire ensemble parce que eux ils sont sur le sujet. On est en échange avec eux, à voir ce que l'on peut faire ensemble, mais ça fait quelques années déjà qu'on travaille et puis à voir les liens, les synergies possibles entre nous. Ok, déjà vous êtes quand même bien engagé sur le sujet et je voulais savoir quels sont les objectifs du coup à moyen long terme vis-à-vis de l'intégration de l'e-sport dans vos fédérations et en quoi ça peut aider peut-être à renforcer l'engagement des jeunes, du public tout simplement en termes d'attractivité. Nous, l'activité permet de compléter le tennis de table. On voit, nous, on a beaucoup de jeunes qui jouent dans les clubs et qui, à l'adolescence, s'arrêtent. Donc déjà, le ping VR peut être un moyen de fidéliser un public. On a aussi, dans le cadre de la lutte contre la sédentarité, un petit peu comme la SPTT, on commence à faire de la découverte et de la présentation de la discipline dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, parce qu'ils sont en mouvement et on intègre en même temps les nouvelles technologies. Donc ils ont l'impression d'être âgés, mais quand même de redevenir jeunes en utilisant un casque de réalité virtuelle. Donc on peut capter un nouveau public qui va découvrir le tennis de table par la VR, comme je le disais tout à l'heure, et puis qui après vont aller dans un club de tennis de table. C'est aussi un moyen de fidéliser d'autres types de publics qui vont faire une pause dans leur pratique traditionnelle avec la VR, et puis après qui vont potentiellement y revenir. Ok. Et toi Clémence? Oui, je rebondis sur ce que disait Princia. C'est vrai qu'il y a aussi toute une démarche à faire auprès de nos élus et de notre écosystème traditionnel pour les éveiller, on va dire, à cette nouvelle pratique, cette nouvelle façon de consommer du sport auto pour nous. Donc il y a effectivement une démarche d'accompagnement aussi. Donc les choses, on sait, peuvent prendre un peu de temps. Donc il y a tout un travail de sensibilisation aussi qu'on va devoir mener pour on puisse faire reconnaître cette pratique du sport auto. Donc effectivement, je partage cette remarque sur
comment éveiller notre écosystème traditionnel sur cette nouvelle pratique. Et est-ce que tu aurais aussi justement peut-être cette volonté de vouloir mélanger les générations au niveau du sport automobile? Je sais que c'est peut-être un peu plus difficile que tennis de table et peut-être à SPTT, mais pour sport automobile, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou pas encore Alors, j'adorerais honnêtement mettre des simulateurs dans des EHPAD, mais je ne sais pas si ça sera possible tout de suite. En tout cas, voilà, je reste ouverte à l'idée, j'aime bien. C'est vrai que nous, le sport auto, du karting, donc c'est-à-dire vraiment à partir de 8 ans, on peut pratiquer en compétition sur du kart, jusqu'à... Il n'y a pas d'âge en fait, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on a une population très, très large. Et après, en fonction aussi des opérations qu'on peut mener, là par exemple, on fait une opération de détection en rallye. Donc là, ça nécessite le permis de conduire. Donc du coup, la tranche d'âge, entre guillemets, commence à se fixer. Et puis, comme on est sur une opération de détection de talents et de jeunes talents, on a capé à 26 ans pour que du coup, il puisse y avoir un accompagnement derrière. Donc en fait, je pense qu'en fonction aussi des opérations et des stratégies qu'on voudra mener sur des disciplines différentes du sport auto, on s'adressera à des populations et des âges spécifiques. Okay. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion aussi par rapport à qui on s'adresse qui va être intéressante à mener. C'est un peu plus difficile aussi, surtout vu la fenêtre d'âge qui est un peu réduite. Mais est-ce que tu penses que ça peut aussi aider à fidéliser aussi le public tout simplement qui est touché par le sport automobile? Oui, je pense que ça peut être une manière aussi de parler on va dire à nos pratiquants traditionnels sur une autre façon de pratiquer du sport auto qui peut être complémentaire. Et à côté de ça, la cible plus jeune, ça peut être un moyen, le sim racing, de les sensibiliser à une pratique, on va dire, réelle, physique, enfin voilà, en tout cas pas du virtuel, mais dans le réel, et de leur dire peut-être que tu n'avais pas l'idée de te dire que tu pouvais essayer le sport auto, et le sim racing va peut-être te donner, t'éveiller là-dessus et te dire tiens, pourquoi pas moi, pourquoi je n'essaierai pas aussi, et j'ai peut-être quelque chose à prouver sur une piste ou sur une route. Donc effectivement. Okay. Et toi, après ça, au niveau de l'ASPTT, quels sont les enjeux, un peu les objectifs à moyen long terme chez la SPTT? Je rejoins un peu ce qu'avait dit Stéphane précédemment. Nous, on veut en fait amener une activité digitale dans les clubs, mais c'est vrai qu'on souhaite aussi garder nos jeunes, parce que surtout fidéliser en fait nos jeunes, surtout les ados. On a pas de moins en moins de pratiquants, mais il y a énormément de turnover au niveau sur cette tranche d'âge-là. Donc on espère pouvoir garder ou attirer ce public-là dans nos clubs avec ce type de stage justement du virtuel au réel, et on met en place des activités autour de ça. Ok, très bien. Et du coup, je voulais savoir au niveau de... là, parlons plus un peu du rôle des fédérations sportives au sein de l'e-sport. Comment les fédérations sportives peuvent-elles contribuer au développement de l'e-sport et peut-être créer justement ces passerelles entre le sport et l'e-sport? Oui. Déjà d'être présent ici à la PGW, c'est déjà un premier lien fort. Donc merci d'ailleurs de l'organisation de commencer à donner une place aux fédérations qui se sont investies, et il y en a d'autres qui ne sont pas forcément encore présentes. Nous, on a besoin d'accompagnement sur cet environnement e-sport. Si je prends l'exemple du Ping VR en tennis de table, la Fédération internationale fait son premier championnat du monde. La Fédération européenne a essayé d'organiser un tournoi qui sont appelés... ils ne voulaient pas l'appeler championnat d'Europe, mais on a fait un premier tournoi européen. Et très certainement que la Fédération internationale poussera à ce que la discipline soit aux premiers Jeux olympiques du e-sport. Je ne considère pas que le Ping VR soit du e-sport, c'est plus un sport hybride. Oui. On a hybridé le tennis de table, où c'est un sport virtuel, parce qu'on n'est pas dans la même dynamique. Mais je crois que le CIO, c'est une volonté de sa part d'avoir différents types d'activités sur ces Jeux olympiques du e-sport. Et si on y est, évidemment qu'au niveau national, le comité national olympique et sportif français va devoir s'y engager d'une manière ou d'une autre, donc les fédérations sportives. Donc là, France e-sport aussi peut être un catalyseur, un accompagnateur par rapport à la connaissance du milieu. Okay, donc il y a vraiment une volonté de la fédération en créant des tournois, même en considérant plus aussi ces joueurs, ce genre de VR,
de structurer un peu ça permettra un peu de structurer la performance et de voir un peu plus ces joueurs comme des athlètes, enfin au même titre que les athlètes sportifs. Peut-être. On n'en est pas à faire reconnaître encore le ping VR en sport de haut niveau. On n'en est pas à créer des listes et créer des pôles espoirs, etc. Malgré tout, on a certains jeunes qui s'y sont mis, qui étaient déjà pongistes dans leur pratique, qui avaient une pratique traditionnelle, qui ont progressé très vite. Il y en a un, en 1 mois et demi, il est devenu numéro 2 mondial du jeu. Okay. Et à l'inverse, on a des gens qui n'avaient jamais joué au tennis de table, qui l'ont découvert au travers la réalité virtuelle, qui sont aujourd'hui dans le top 20 mondial du jeu et qui cumulent avec une pratique traditionnelle. Donc il y a à la fois ce lien de la pratique virtuelle à la pratique réelle, à la fois un avantage d'avoir une pratique réelle pour devenir bon en pratique VR et donc pourquoi pas demain devenir un sportif de haut niveau de tennis de table virtuel. Les deux passerelles sont liées, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un complément et ça reste une variante aussi du tennis de table. Et Clémence, au niveau du sport automobile, comment tu vois la chose au niveau de... comment la fédération peut contribuer au niveau du développement de l'e-sport? Nous, on veut pas, pour l'instant, on ne veut pas arriver avec nos gros sabots de fédération et dire on va tout faire dans le e-sport, sport auto, etc. Non, il y a vraiment, comme je vous disais, déjà le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est de reconnaître la communauté, de la comprendre et de l'appréhender, de reconnaître aussi qu'il y a des champions qui sont sur cette partie e-sport, sport auto. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément d'échange avec eux. Donc aujourd'hui, il y a cette dynamique qui est entamée. Et puis de voir, tu parlais de passerelle, effectivement, nous c'est un peu l'idée, voir comment on peut faire une passerelle entre le virtuel et le réel. Et que ce soit une pratique complémentaire ou une pratique qui permette d'impulser une volonté plus sur de la pratique réelle, quoi. Donc on va vraiment être sur cet objectif, reconnaître cette communauté et essayer de mettre une passerelle entre le virtuel et le réel. C'est l'objectif. Okay, c'est super intéressant. Mais là, notamment dans le sport automobile, peut-être une variante qui pourrait être intéressante, c'est pour les personnes qui peut-être ont peur du risque et qui ne vont pas avoir le premier réflexe de tester ça en réel. Et le fait d'avoir cette première approche via le gaming va permettre justement au public de s'ouvrir un peu à cette discipline. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que je pense que si vous posez cette question à un pilote qui a ça dans le sang depuis même des générations et des générations, il vous dira que justement la prise de risque, ça fait totalement partie du sport auto. Mais je vous rejoins. C'est vrai que pour une certaine population, des plus jeunes aussi, ça peut être la possibilité d'accéder au sport auto, aussi avec un coût un peu moins élevé. Mais de se sentir dans une communauté sport auto. Donc je pense qu'il y a effectivement la reconnaissance de la communauté qui est importante aujourd'hui. Super intéressant. Et au niveau de la SPTT, comment justement vous voyez les choses vis-à-vis du développement de l'e-sport? C'est vrai qu'il y a une vraie synergie quand même entre l'e-sport et le sport. Nous aujourd'hui on va être sur une pratique très loisir. On ne souhaite pas encore aller sur des compétitions. On veut, dans les associations sportives, dans nos clubs ASPTT, l'enjeu de la SPTT Fédération Omnisport, c'est de développer des pratiques loisirs et puis rentrer petit à petit dans ce milieu qu'on essaye encore d'appréhender. Malgré tout, c'est un nouveau monde pour nous, donc on essaye de s'y intégrer petit à petit, de comprendre aussi les rouages. Nous, dans un premier temps, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui à la Paris Games Week, c'est qu'on a une activité sur notre stand de mur interactif où c'est un premier pas vers ce monde justement virtuel, réel, où on amène les personnes à faire une pratique en faisant de l'activité physique grâce au mur interactif, et puis on lie les deux et c'est vraiment faire découvrir, couper les barrières entre le virtuel, le réel, la pratique, faciliter aussi la pratique d'activité physique et amener les personnes à bouger un peu plus différemment. Donc on passerait plus du côté divertissement que plus à la reconnaissance des athlètes sportifs et sportifs, contrairement à la Fédération de sport automobile et de tennis de table. Même si on en est encore peut-être un peu loin,
Je rebondis parce que le mur interactif que propose la SPTT là sur la PGW, je me faisais la réflexion qu'il serait installé dans les clubs de tennis de table ou même des clubs de tout sport, mais pour rendre l'échauffement ludique, pour faire une activité de coordination, et il y a un lien avec le tennis de table parce que là en pratique VR on travaille la prise d'information, l'acuité visuelle, l'acuité visuelle comme dans une pratique réelle. Mais le mur interactif, il serait installé dans les gymnases. On permettrait de manière beaucoup plus ludique de faire un certain nombre de jeux sportifs qui ont cet intérêt multisport parce qu'on va retrouver des activités qui vont nous servir pour développer des qualités dans d'autres sports ou dans le sport qu'on propose. Donc il y a vraiment un intérêt de lutte contre la sédentarité et de pouvoir jouer en utilisant l'innovation et de proposer quelque chose de différent, comme le monde et notre société d'aujourd'hui. Oui, s'adapter un peu aux nouvelles technologies, à la génération qui est présente. Et du coup, Stéphane, je te pose d'abord à toi la question. Quelle synergie, tu penses, les fédérations peuvent intégrer au sein pour créer encore, en plus de cette passerelle sport-e-sport, mais est-ce qu'il y a déjà eu des résultats qui ont été faits au niveau de peut-être des ateliers, des événements dans la fédération, genre, quelle synergie peut-on créer au sein des fédérations entre le sport et l'e-sport? Je ne sais pas trop comment répondre à la question. Alors, nous, on essaye de faire connaître. Donc c'est pour ça qu'on est présent ici, déjà pour que... déjà en étant présent déjà sur des salons de gaming. Après, on a structuré la discipline. Princia parlait tout à l'heure de formation des animateurs. Nous, on a mis en place déjà une formation d'animateurs. Qui permet à des éducateurs sportifs de pouvoir compléter leur offre au sein des clubs. On a une activité compétitive puisqu'on a déjà organisé un circuit de compétition jusqu'à attribuer un titre de champion de France. Donc les gens jouent de manière virtuelle chez eux et un peu comme le gaming, il y a toute une partie de phase qualificative qu'on fait de la maison et puis on vient faire la phase finale en présentiel. Là où on a beaucoup à progresser, c'est comment on propose une expérience spectateur. On n'est pas prêt de remplir un Bercy. Alors là, pour voir les frères Lebrun jouer, oui, là maintenant, ça y est, ça marche. Et pourquoi pas faire une activité un jour de VR avec... on l'a fait, mais la manière dont c'est diffusé sur les réseaux, sur YouTube ou sur Twitch, fait qu'on est bien derrière son canapé pour regarder ce type de rencontre. Venir se déplacer pour les voir bouger dans le vide, alors que finalement l'intérêt de la pratique, on va l'avoir derrière notre télé. Voilà, donc il faut qu'on monte de manière différente que nos compétitions réelles, un show autour de cette pratique compétitive du ping VR. C'est vrai que les limites pour le coup elles sont pas pareilles, les enjeux même la démonstration, l'expérience spectateur n'est pas du tout la même. C'est vrai que pour le coup il y a des nouvelles problématiques à réfléchir, mais au moins il y a déjà une envie de partager, via un encadrement, via des compétitions, une reconnaissance de la pratique. Et Clémence, justement, est-ce que du coup vous êtes présent ici au salon de la Paris Games Week, donc vous faites des ateliers? Oui, alors c'est vrai que nous c'est la première fois qu'on est présent. Okay. C'était on va dire le premier pas pour aussi s'associer un petit peu plus avec la partie e-sport et sim racing. C'est sûr que le ping virtuel peut-être plus compliqué à voir en vrai, je comprends. Nous, c'est vrai qu'il y a un côté un peu spectacle parce qu'on voit les écrans, on voit... donc il pourrait peut-être y avoir des choses à envisager. Ça existe déjà d'ailleurs. Mais voilà, nous, c'était le fait d'être là déjà, de lancer une sélection reconnue par notre fédération en sim racing. Et l'idée, donc comme je vous le disais, c'est on s'essaye sur une spéciale sur un sim racing et derrière le meilleur temps de la journée a la possibilité d'accéder à notre finale. Et notre finale pour le coup se déroule en réel puisque le finaliste sera pas derrière un simulateur mais au volant d'une voiture. Voilà, donc il y a vraiment la passerelle qui est faite et potentiellement si cette personne gagne notre grande finale, il se voit offrir un programme fédéral en sport auto pour la saison 2025. Donc voilà, on va dire que les jeunes qui sont là aujourd'hui, quand ils font la démarche de participer, alors il y a une partie découverte, mais quand il y a la démarche et le souhait de participer à la vraie sélection, il se dit que potentiellement il peut se retrouver déjà au mois de décembre dans une voiture sur un slalom en réel et pourquoi pas derrière se retrouver pilote de rallye.
Il faut savoir que notre opération Rallye Jeune, elle a fait émerger des talents comme Sébastien Ogier ou Sébastien Loeb. Donc cette filière, elle a 30 ans cette année, donc elle se poursuit en réel. Et la volonté e-sport cette année, c'était effectivement d'offrir la possibilité à de jeunes talents qui n'ont pas idée de pouvoir un jour faire du sport auto, de pouvoir s'essayer et de concrétiser. Donc on verra. En tout cas, on teste la passerelle et on verra ce que ça donne. On fera le bilan à la fin. On C'est verra. formidable. Du coup, ce serait la première lors de cette Paris Games Week au niveau de la connexion. Exactement. C'est la première fois qu'on le fait à ce format-là, on va dire, et qu'on offre cette possibilité-là aux gens de venir découvrir le sport auto. Mais du coup, j'ai une question, c'est jusqu'à 25 ans? C'est moins Je de suis trop 26 vieux. ans. 17 à moins de 26 ans. Je suis trop vieux, malheureusement. Ok, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup Clémence. Je vous en prie, merci. Et Vincent, est-ce que toi, justement, tu as déjà vu des collaborations, des petites synergies déjà entre le milieu du sport et l'e-sport chez la SPTT qui ont déjà montré leurs fruits? Oui, bien sûr. Il y a aussi le lien entre les deux mouvements. En fait, nous, en tant que club sportif, on va avoir des compétences dans l'encadrement de la pratique, la structuration de tout ce qui est loisir, la partie amateur. Donc, on peut avoir des synergies autour de ça. Et au-delà de ça, il y a tous les enjeux de formation. On en parlait tout à l'heure, mais la partie e-sport, par exemple, France e-sport, vous avez une formation autour de l'encadrement des jeunes pour ce type de pratique. Donc c'est important pour nous d'être entourés des bonnes personnes pour pouvoir accompagner correctement nos éducateurs, nos jeunes. On travaille avec un public qui est un public cible. Les jeunes, il faut les encadrer correctement, les seniors également. Donc c'est important pour nous d'être accompagnés des personnes qui maîtrisent le milieu, qui ont les connaissances, les compétences pour. Et donc, la synergie, elle est toute faite. On a besoin, les deux mondes ont besoin l'un de l'autre pour évoluer. Donc, on essaie d'être au rendez-vous. Tous les ans, ça fait 2 ans là. Donc, Oui, je me souviens l'année dernière, vous étiez ici et nous, on était justement à la place de la Fédération du sport automobile. Bon, écoutez, merci beaucoup, c'était très intéressant. On va clôturer du coup la conférence et on a pu en apprendre un peu plus sur les stratégies e-sport au sein des fédérations sportives. Donc on a pu voir justement, il y a plein de choses au niveau des objectifs à moyen long terme, des encadrements et des passerelles possibles via la compétition, via la reconnaissance du milieu de gaming des athlètes e-sportifs au même titre des sports et peut-être justement des événements comme celui-ci à la Paris Games Week avec la Fédération du sport automobile. Donc voilà, merci à tous. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci.